La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui change son casting. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, je suis One A Pied et je suis accompagné de deux personnes exceptionnelles. Et oui, parce que ce ne sont ni Thio ni Tizak. Et franchement, ça vous change tout le casting de l'émission. Je crois que c'est une des premières émissions que je fais sans aucun des deux. Est-ce que ça va être mieux? Mais je pense que c'est un défi pour vous, mes amis. C'est sympa d'entrée de jeu, ouais, il nous pose la pression. ouais, même si on avait vraiment voulu changer le casting, on se serait débarrassé du dictateur aussi. Hein. C'est vrai, effectivement. Ça s'appelle un putsch. Je vois pas de quoi tu parles. Bref, vous entendez la douce voix de Guillaume. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Voilà, qui lui commence à prendre sa place, à s'installer pesamment sur l'émission. Il y a mon matelas au fond là, c'est bon. Voilà, et le grand retour de l'archiviste que je vais pas pouvoir remercier sur Tipeee parce que maintenant il est avec nous et donc c'est comme ça. Exactement, c'est The Big Return. J'ai plus besoin de le remercier pour parler. Au programme de cette émission, une tablette qui ne veut pas démarrer, ce qui m'empêche de voir quel est le programme de l'émission, parce qu'elle a décidé de ne pas me reconnaître en tactile. Voilà. Nous allons parler de la boucle d'oreille rose d'Arcana, le tome 1, de Rêve, un one-shot, et des deux premiers tomes de Elle, dont nous avons parlé il y a très très peu de temps, parce qu'il y a eu un canaille BD juste avant. C'est une sorte de coïncidence de timing, mais vous allez avoir l'avis des adultes, des grands, des vrais, ceux qui savent juger les BD pour les enfants mieux que les enfants eux-mêmes. C'est ouais, ça. Alors, je m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Ouais, prends pas de risque. T'as raison, ne prenons pas de risque, les enfants sont dangereux. Et on attaque tout de suite. La boucle d'oreille rose. Alors, comme j'ai pas les piliers qui d'habitude me mettent dans le programme le nom des scénaristes, des dessinateurs, etc., je vais laisser mon ami Jérôme me dire qui a fait ça et de quoi ça parle. Jérôme alias l'archiviste, c'est donc la boucle d'oreille rose de Stéphanie Menu et de Sylvie Serpry. Alors, dans le grand retour, il y a malheureusement aussi le grand retour de la presbytie. Et maintenant, il me faut des lunettes. C'est le grand changement par rapport à il y a 3 ans. Alors, pour ceux qui écoutent... oui, petit rappel des règles. On vise d'abord le public en audio. Donc, il y a plein de gens qui ont dit, le retour de la presbytie, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils n'ont pas vu que tu avais mis tes lunettes, tu vois. Voilà. Donc, je te laisse poursuivre. Donc, je disais, je vais déjà commencer à être chiant. Donc, c'est Séraphine Menu, pas Stéphanie. Ah oui, j'avais pas mes lunettes. Voilà. Ah ouais, effectivement. Donc, on peut entendre que tu n'avais pas tes lunettes, effectivement. C'est beau. C'est beau. Voilà. Hein, t'as vu? On est raccord. Aux éditions Motus, petite maison d'édition, mais qui fait de petit mécosso, qui fait des très bonnes choses. On est sur un album assez court. Moi, j'ai un problème de casque, je suis désolé, mais il va falloir faire... Voilà. À un moment donné, c'est trop fort, à un moment donné, c'est trop faible. C'est les oreilles qui sont fragiles. Tout tombe en décrépitude. Quand on s'approche de la cinquantaine, c'est terrifiant. M'en parlez pas, ma brave dame. Donc, du coup, nous sommes sur un album assez court non pas en termes d'épaisseur, puisqu'il fait quand même il doit faire pas loin de 120 pages, mais assez court en termes de lecture d'histoire. Toutefois, c'est un album qui mérite d'être lu plusieurs fois. De quoi ça parle? Ça parle d'une boucle d'oreille rose, ça alors, mais comme le titre a été bien trouvé, comme ils se sont cassés la tête pour trouver ce titre absolument pertinent. Donc, nous avons Maya, jeune adolescente, on va dire entre 15 et 17 ans, qui prête une de ses boucles d'oreille à Anaïs. Anaïs, c'est la star du lycée, c'est la star du coin, du village, et elle n'a qu'une seule boucle d'oreille et elle prête une seule boucle d'oreille à Anaïs. Sauf que Anaïs, elle va utiliser cette boucle d'oreille sur son compte Instagram, sur ses différents réseaux sociaux, et cette boucle d'oreille va faire boule de neige. Tout le monde va vouloir avoir la même boucle d'oreille qu'Anaïs. Alors, la même ou à peu près la même en fait, donc en tout cas une boucle d'oreille rose. Mais là n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est qu'on va avoir un clash dans le village, dans la ville,
entre les porteurs de boucles d'oreilles et les autres. De boucles d'oreilles roses. De boucles Parce que tu d'oreilles. peux porter une boucle d'oreille, mais il faut qu'elle soit rose. Exactement. Les porteurs de boucles d'oreilles roses et les autres. Et finalement, ça va prendre une telle proportion que les adultes s'y mettent aussi, que les politiques s'y mettent aussi, que les commerçants s'y mettent aussi, à tel point qu'à un moment donné, on ne sert plus ceux qui ne portent pas de boucles d'oreilles roses. Et il faut laisser un peu de suspense. Est-ce que Maya, qui est à l'origine finalement bien involontaire de cette mode, va tomber elle-même dans ce carcan un peu dictatorial? On sait de quoi on parle quand on parle de dictature ici. Ou est-ce... Merci. Avec plaisir. C'était gratuit. Ou est-ce que, ma foi, elle va se rebeller contre finalement quelque chose qui la dépasse complètement et quelque chose qu'elle n'a pas voulu. Alors, ça, c'est le pitch de départ. On va dire que c'est un album qui doit être lu 2 fois. La première fois, vous le lisez comme une petite histoire un peu gentillette. Et la deuxième fois, on rentre un peu, on comprend un peu mieux les tenants et les aboutissants et le propos scénaristique qui finalement n'est pas très original non plus. C'est quoi ce tic-tac ? Ah, on t'a pas prévenu ? T'as un temps limité pour parler, sinon ça va faire ding. Non, c'est nul ça par et contre. Après ça explose. Ça c'est super nul. Vas-y, poursuis. Ok. Donc, non, c'est hyper chiant ce tic-tac. En plus. Oh, le timing est bientôt fini, ça va faire ding-dong. Ouais, Ok. t'es stressé. Allez, on te laisse un peu de temps en rab. Je Ouais. laisse juste avoir le ding-dong pour que tu saches à quoi t'attendre la prochaine fois. Tu vas aller jusqu'au bout. Mais, je te laisserai un peu de temps en rab parce que t'es pas prévenu. Vas-y, poursuis. Ok, C'est ce qu'on appelle la cloche en Titi. Ah, ok. Titi sort de ce corps. Ah oui, effectivement. D'accord, ok. Écoutez, alors je suis désolé pour cet enregistrement déplorable parce que manifestement vous venez de passer 30 secondes à avoir quelqu'un qui dit mais qu'est-ce que c'est qui se passe et rien d'autre, donc c'était absolument nullissime. On voit que tu as suivi nos émissions pendant tout le temps où tu n'y participais pas. N'est-ce pas? Avec assiduité. Donc on est sur une, on va revenir à la boucle d'oreille rose, on est sur une thématique assez classique de l'ostracisme dans la société. Et pour revenir à des choses un peu plus sombres, à des périodes un peu plus sombres, à un ostracisme historique qui a démarré, bien entendu, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va faire un parallèle avec Matin Brun de Franck Pavlov. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a été publié aux éditions Chêne en 98, qui a fait beaucoup parler à l'époque. C'était une petite nouvelle où les détenteurs, il y a un gouvernement qui disait que les détenteurs de chiens non bruns et de chats non bruns étaient passibles de prison. Bon, finalement, ils ne se sentaient pas concernés. Et puis finalement, les détenteurs d'amis de chiens non bruns aussi étaient concernés. Enfin bref, on tombait dans un système dictatorial. Et là, on retrouve un peu cette image-là. On retombe aussi dans le fameux plaidoyer du discours du pasteur allemand Martin Niemöller, prononcé aux États-Unis en Grande-Bretagne en 1946, que vous connaissez bien. Attention, c'est les 30 secondes culturelles. Je t'en prie. Ils sont venus pour les communistes. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Ils sont venus pour les socialistes. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas socialiste. Ils sont venus pour les syndicalistes. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Ils sont venus pour les juifs. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus pour moi, il n'y avait plus personne pour parler pour moi. C'est un grand classique qui est même devenu presque un peu trop cliché, je trouve. C'est un grand classique qui est devenu un peu cliché, mais en même temps, on est quand même dans cette philosophie-là, on va dire, et avec cette imagerie-là, effectivement classique, mais qui est réactualisée et qui, à mon avis, peut tout à fait parler à nos adolescents avec cette boucle d'oreille rose. Est-ce que vous avez des commentaires, messieurs? Guillaume, je vais te laisser la parole en premier sur cet album qui est assez étonnant. Hein. Alors, comme d'habitude, on est sur du roman graphique, donc en général, j'y vais à reculons parce que j'ai pas le réflexe de prendre ce genre de bouquin. Pour le coup, comme régulièrement, je suis agréablement surpris. Je l'ai trouvé, alors effectivement, entre guillemets, convenu, pas forcément hyper novateur. C'est un sujet assez classique qui est quand même malgré tout important de traiter, retraiter de plein de façons différentes, dans plein de médias différents, pour plein de générations différentes, parce qu'on a tendance à oublier un peu trop facilement.
Et oui, je pense que c'est un bon bouquin à mettre dans les mains des jeunes, justement, parce que voilà, un gamin qui va pas comprendre ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre avec les Juifs et tout ça, là, il va le comprendre en fait. Et après, il suffira de lui dire, voilà, tu vois, les Juifs, ils avaient pas de boucle d'oreille rose. C'est con, mais ça peut. Enfin, je trouve que c'est un bon outil en fait. C'est bien fait, c'est facile, c'est très facile à suivre, très facile à comprendre. Et ça met bien en avant toute la stupidité et la bêtise du comportement qu'il décrit. Et c'est vraiment, pour moi, à mettre entre toutes les mains de ceux qui n'ont pas déjà eu ce genre de propos entre les mains. Donc voilà, et effectivement, pour les gamins, moi je trouve ça bien, vraiment facile d'accès. Pour moi, ce livre n'a qu'un défaut. J'ai une telle pile de lecture que j'ai pas pris le temps de le lire 2 fois. Parce que effectivement, sous un dessin très léger, avec une petite tendance un peu poétique, un ton pastel qui est tout doux. Et un trait un peu naïf, on peut le dire voilà, aussi. Un côté très naïf qui passe, mais qui est très raccord. C'est-à-dire que ce qui m'a fait bizarre quand je l'ai lu, c'est que je me suis dit, on dirait vraiment un livre jeunesse. Mais en tant qu'adulte, je ne sais pas si c'est parce que je suis adulte, je n'ai pas eu l'impression de lire un livre jeunesse. Je voyais tout de suite où ça voulait en venir, je comprenais le fond. Et même si j'ai vu tout de suite où ça voulait en venir, il y avait des subtilités. Des moments où tu dis, ouais, mais c'est pas si simple que ça en fait. Tu te mets à la place des gens, tu dis, ah oui, mais quand même, parce qu'au début, oui, c'est bien d'avoir cette boucle d'oreille rose. Et il y a un truc qui est sur l'ostracisation que je trouve intéressant, mais il y a un point qui est un peu délicat, c'est que c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la boucle d'oreille rose est quelque chose de nouveau qui apparaît, alors que c'est vrai que dans tous les sujets d'ostracisme, on va mettre en avant quelque chose de façon nouvelle, effectivement, mais ça va toujours chercher sur des choses anciennes. Tu vois, genre, ils ont des racines, ils ont des origines, ils ont des différences qui viennent de loin. Là, ça parle à la fois de mode, avec ces problèmes de mode qu'on a peut-être tous connus. J'avais pas de pump à l'école. Voilà, c'est la honte. C'est quoi les pumps? Voilà, c'est les Reebok, les Reebok pump. Quoi. J'en avais pas. C'était voilà, j'avais pas de t-shirt Waikiki, de sweat Waikiki ou poivre blanc. J'étais un peu la honte. Ça craignait. Donc là, toi, on est sur ces problématiques de mode où tous les jeunes veulent avoir les mêmes choses pour se faire remarquer, pour être différents mais de la même façon que tout le monde. Parce que c'est un peu ce que veulent les ados, quelque part. En plus de ce propos qui va chercher vachement plus loin dans notre histoire. Et c'est pour ça que je te dis que vraiment, l'avoir lu, ça donne envie de le lire 2 fois, parce que tu te dis, il y a beaucoup de subtilités, il y a des passerelles entre ces histoires de mode, mais ces histoires d'ostratisation plus proches de l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, enfin, ces sujets qui sont beaucoup plus graves, en fin de compte, je veux dire... Et pour les commentaires de Pi, il n'y a pas de ding? Non. Non, en fait, il y a le ding que pour la chronique. Ah voilà. Ouais, non, mais en fait... Après, on peut passer 3 heures à parler de ça. C'est ça. En fait, il faut pas faire la chronique, en fait, du coup. Exactement. C'est pour vous encourager à faire autre chose. Bref, voilà. Non, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon bouquin que j'ai bien envie de faire lire à ma fille. Parce qu'il traite d'un sujet... Et elle a 10 ans, elle ne verra pas tout ce qu'il y a à voir, mais elle verra quand même quelque chose. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est que ça arrive à avoir plusieurs niveaux de lecture assez forts. Voilà. Écoute, fais un retour avec ta fille, parce qu'effectivement, pour 10 ans, moi je trouve ça un poil jeune, mais fais un retour. Moi, je trouve que pour 10 ans, c'est le côté de la mode qui passe. Moi, le mien, 11 ans, il est rentré au collège cette année, et je pense que la première année de collège, c'est la bonne année pour lire ce genre de truc. Ok. Voilà. Tu vas me le laisser, on fera un test. Ça marche. Elle est à la recherche de lecture non-stop. Je mettrais bien un coup de cœur. Après, je ne sais pas si vous êtes tous partants sur cette idée-là. D'habitude, c'est moi qui me bats contre les coups de cœur. Mais je trouve que vraiment, voilà, il y a quelque chose. Ils ne sont pas là, donc on se fait une série d'émissions plein de coups de cœur. Plein de coups de cœur, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Voilà, pour une fois que c'est moi qui les lance, je veux dire. Bon, ceci dit, je ne m'opposerai pas à celui-ci parce que je l'ai trouvé vraiment bien et efficace, ce bouquin. Moi, je l'ai trouvé très bien aussi. J'aurais une question quand même à savoir, quand on est une petite maison d'édition, je parle au libraire qui Je ne la connaissais pas du tout, celle-là. Ouais, quand on est une petite maison d'édition, qui a malgré tout un stand à Angoulême, mais ça reste une petite maison d'édition, quelle visibilité, quelle place on arrive à lui trouver en librairie?
Tu vois, sur un bouquin comme ça, par Et exemple. toi, comment ça va? Alors, comment dire, je vais pas vous enquiquiner avec mes problèmes de libraire. Il y a des périodes de l'année où c'est mieux pour trouver de la place en librairie que d'autres. Et typiquement, on est dans la période de l'année où il faut absolument pas sortir ce genre de bouquin. Ouais. Voilà. Après, c'est une petite maison d'édition, c'est du roman graphique, même si c'est jeunesse ou non. C'est un petit label indépendant. Donc la plupart des libraires spé que je connais ont un espace pour la littérature, pour les labels indépendants, pour les romans graphiques. Donc si c'est dans ce genre d'endroit, c'est dans ce genre de rayon qu'on va trouver ce genre de bouquin. Après, celui-ci aurait tout à fait sa place dans un rayon jeunesse. Ouais, il a un peu le cul entre deux chaises. Tu vois, ce que Oui. je dis, c'est que tu aurais tendance à vouloir le mettre dans le côté roman graphique, mais d'un autre côté, c'est pas là que tu vas le faire lire à des jeunes à qui, je pense, il serait plutôt destiné. Ouais, mais en même temps, c'est des jeunes ados qu'on Oui, vise. Et est-ce que les ados, ils vont dans le rayon jeunesse? Alors, ça dépend comment tu présentes ton rayon jeunesse, et ce qui est sûr, c'est que les ados vont pas franchement aller plus vers le rayon roman graphique. Ouais, je trouve Oui, que c'est un ça, roman un ça, peu. c'est vrai, c'est Celui-là, vrai, il est un peu grand comme livre, je trouve, pour les. Et puis il y a des couleurs. Ils préfèrent les trucs plus petits en noir et blanc, les jeunes, non? Après, oui, tu peux te planter et le ranger dans le rayon Geki, tu vois, mais ça marcherait bien. Hein. Mais il y aurait toujours quelqu'un pour dire c'est pas du Geki, c'est pas des Japonais. D'accord. Donc, la boucle d'oreille rose, je te laisse nous rappeler les autrices et l'éditeur. Séraphine Menu et Sylvie Serpry aux éditions Motus. On a eu un petit what the fuck de Thio dans les commentaires parce qu'il bisque un peu. Nous allons donc pouvoir maintenant parler de Arcana, le tome 1, qui doit être quelque part ça, dans c'est cette pour moi. pile. Il est là. Il est là. Il arrive. Alors, Guillaume, mais C'est de moi. qui est cet ouvrage? L'éditeur, je m'en souviens, c'est Dracou. Et de quoi ça parle? Alors, c'est donc un bouquin de chez Dracou, de Serena Blasco au scénario, ainsi que Serena Blasco au dessin. Et est-ce qu'elle refait ses couleurs? Elle fait ses couleurs aussi. Donc, c'est un Serena Blasco pur Est-ce jus. qu'elle fait le café? Pardon. Écoute, les quelques fois où on l'a invité à la librairie, il était bien son café quand même. Ah, d'accord. Donc, elle est à l'invité, déjà. Voilà, ok. Donc, oui, pour la blague, elle a déménagé il n'y a pas si longtemps, mais il y a pas si longtemps, elle vivait encore dans le coin, donc on pouvait l'inviter facilement en dédicace. Et elle fait des super dédicaces. Je crois qu'elle est en Bretagne maintenant, non? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai vu des planches de Enola Holmes en couleur directe, c'est à tomber aussi. Bref, donc Arcana, on va vous faire le pitch rapide. Donc, c'est de l'aventure fantastique. Je pense qu'on va avoir pas mal d'épiques aussi dedans. Un monde complètement inventé, imaginaire. Et donc, voilà, il y a en gros 4 îles, 5 îles sur le monde, 4 îles principales, bâton, coupe, épée et denier. Chacune sa culture, enfin, tout le monde a à peu près les mêmes croyances. Et c'est une grande période de paix parce que, il y a quelques centaines d'années, les arcanes majeurs se sont éveillés d'abord au nombre de 5, puis ensuite ils ont été rejoints petit à petit. Et ensuite, on a eu les arcanes mineurs qui gèrent plus au niveau des îles, justement, les programmes. Et chaque année, les enfants en âge attendent de voir s'ils sont choisis ou non pour intégrer une brigade de l'un des arcanes majeurs. Alors, les arcanes, oui, sont exactement en rapport avec le tarot divinatoire. Et bon, c'est un grand moment et tout le monde n'est pas choisi. En général, il y en a qu'un par année. Enfin, pas beaucoup, en tout cas. Et donc, ils vont intégrer le coven du tarot et pour apprendre à devenir un apprenti. Il est très bien ce bouquin. C'est les trucs pour les rôlistes. Ouais, apprendre à devenir d'abord dans un premier temps apprenti. C'est une période de 4 ans, voir s'ils réussissent les examens, ils peuvent devenir élus, et quand un des arcanes majeurs décède, son successeur est choisi parmi les élus et éventuellement les apprentis de sa brigade. Donc c'est un univers où il y a énormément de magie. On fait un petit détour aussi par les pierres et donc la lithothérapie et j'ai oublié le dernier. Mince, je l'ai zappé.
Il y a de la numérologie. Voilà, un peu. Enfin bon, il y a pas mal de folklore, comme ça. Et ça en fait un bouquin assez sympathique. Alors, bon, je ne suis pas forcément hyper objectif quand on parle de Serena Blasco parce que j'aime beaucoup son travail. Donc, faites attention, gardez à l'esprit que je ne suis pas nécessairement le plus objectif du monde. Mais voilà, on a un dessin globalement plutôt sympathique, assez généreux. Il y a pas mal de choses, les couleurs sont chouettes. Le seul petit reproche que je ferais à ce bouquin-là, c'est qu'il est plus épais que les Enola Holmes, c'est qu'il y a certains dessins où on voit qu'elle est allée plus vite que d'habitude. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, il supporte pas. Ouais. Et voilà. Après, au niveau scénario, c'est assez classique. C'est pas du nouveau. Enfin, c'est pas hyper nouveau, hyper novateur. Mais ça se lit très bien. Et voilà, c'est un bouquin que j'ai énormément de mal à mettre dans les mains des gens parce que les folklores sont très riches et très différents. Et en même temps, on m'a fait une réflexion l'autre jour et c'est vrai, c'est juste une bonne et belle aventure de fantastique. Et déjà en partant de là, ça peut le faire sans problème. T'as vu ce timing? Comme il maîtrise. Tu vois, on voit l'habitude. Tu veux dire que pendant l'enregistrement, les gens qui vont réécouter le podcast, ils entendent aussi le tic-tac et tout? Ouais, c'est ça. Je vous plains beaucoup, messieurs, dames. Voilà. Mais on a été obligé de faire ça parce que... Disons que tu vois, en général, quand le boing arrive, Thierry vient de finir le synopsis. Ok. Il n'a D'ailleurs, pas encore donné son avis. D'ailleurs, je voudrais pas dire, mais en termes de synopsis, mon ami Guillaume, quand même, ne pas dire que y a deux filles en l'occurrence qui sont. Non, bah si, quand mais même non, un minimum. Mais découvrez, c'est un bel univers. Je vais pas raconter l'histoire. Ça n'a pas de sens. La couverture n'explique rien. En plus, voilà, il y a deux filles, voilà, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais non, mais c'est le boing là, ça m'a perturbé. J'ai pas réussi à tout finir. Bon, ça y est, ça va être l'excuse du boing. C'est ça, boing. L'excuse du boing. Donc, l'excuse du. Allez, je valide. Ouais. Allez, je vais donner mon avis pour la fin, parce que je serais peut-être le plus négatif. Quoique non, je vais le donner maintenant, comme ça va, on va remettre un peu de positif derrière. Alors, quand j'ai lu Enola Holmes, j'y allais un petit peu en me disant, ouais, c'est pas trop mon kiff, niveau graphique, etc., machin chose. Et en définitive, j'ai adoré, j'ai vu une évolution graphique qui m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça top. Ouais, j'ai adoré. Et donc je me suis dit, Arcana, ça va être trop bien. Puis j'ai commencé à le lire, et il m'est tombé des mains. Mais vraiment, j'avais l'impression de lire un manuel de jeu de rôle où en gros on passe plus de temps à te développer le lore de l'univers qu'à te raconter l'histoire qu'avance. Quand tu arrives sur ces doubles pages pleines de textes qui te balancent chaque arcane à quoi elle sert, machin chose, etc. Alors que en fait à ce niveau de l'histoire on s'en fiche un peu en fait de tous ces trucs-là. Et c'est malheureux parce que ce qu'elle avait réussi sur Enola Holmes, c'est-à-dire transformer un roman en une bande dessinée, où toutes les phases un petit peu lourdes, elle avait de réflexion, etc., elle avait réussi à trouver des solutions graphiques, à trouver des solutions qui faisaient que c'était super fluide, que ça se disait mais waouh, vachement bien, et qu'elle arrivait à te synthétiser des morceaux d'intrigue en très peu de pages et vraiment avec talent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus un étalage de l'or de son univers au détriment de l'histoire et je suis malheureusement pas arrivé au bout. Alors peut-être que j'aurais dû zapper le lore et aller directement continuer dans l'histoire, mais j'ai du mal à pas lire les trucs en entier quand je les commence. Donc voilà, j'ai un peu eu cette difficulté-là. Pour moi, ouais, ça a été pas évident. Ah, Randall Flagg dit que normalement ouais, qu'il dit que tu t'es fait bobo au doigt. Il a remarqué ta blessure. Voilà. Et c'est pas beau le geste que tu viens de faire. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. Il est complètement assumé. Voilà. Et franchement, c'est pas sympa pour l'œuvre. C'est pas sympa pour l'œuvre de Serena Blasco. Mais c'était pas à elle que c'était adressé. Donc je te laisse donner ton avis. Certainement pas à Serena, parce que je ne me permettrai certainement pas de faire ça à un auteur, à une autrice. Aux autres peut-être. Alors. Moi, j'ai eu comme Guillaume d'ailleurs, on a eu Serena, c'était une Aixoise, donc c'était facile de la rencontrer, une fille très abordable, très très sympa. Quand même, pour moi, la seule autrice et auteur d'ailleurs que j'ai interviewée, je commence à en avoir interviewé un paquet, qui m'a dit qu'elle s'ennuyait en dessinant. C'est quand même assez particulier, je trouve. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais si c'est toujours le cas, je pense que
Voilà, c'est quand même particulier. Après, c'est vrai que les dessinateurs n'ont pas un boulot facile. Ils sont enchaînés à leur table de dessin et il faut qu'ils grattent du papier toute la journée. Mais c'est vrai que c'est quand même la seule qui m'a dit qu'elle s'ennuyait en dessinant. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le travail sur Enola Holmes. Et quand on commence comme ça veut dire qu'on a moins aimé celui-là. Et c'est vrai, moi j'ai moins aimé celui-là aussi. Parce que graphiquement, je trouve elle est un peu en dessous de ce qu'elle a fait sur Enola Holmes. Après, au niveau de son univers, elle est dans ce qu'elle adore faire. Voilà, elle l'a fait un peu avec Enola Holmes, avec le langage des fleurs, avec le langage de l'éventail. Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qu'elle aimait développer, et puis c'était son kiff. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, elle aime tout ce qui est un petit peu mystérieux, tout ce qui est un petit peu symbolique, ce qui est extrêmement symbolique en fait, pas un petit peu. Oui, le tarot, la numérologie, tu fais pas plus symbolique. Quoi. Voilà, le langage des pierres, etc. Et qu'en fait, elle s'est dit, je vais essayer de mettre tout ça dans une série et je vais développer tout ce kiff parce que je suis convaincu que là, pour le coup, elle doit kiffer ce qu'elle fait. Et vraiment, tant mieux pour elle. Moi, j'ai trouvé ça très très dense, un peu trop dense pour un premier tome, et peut-être que ça aurait mérité, un peu comme le disait Pied, que ça soit un petit peu allégé par rapport à la masse d'informations qu'elle donne sur tout un tas de sujets. Voilà, mais je dirais quand même le tome 2 avec un certain plaisir. Surtout qu'il sort très vite pour le coup. Voilà. Il sort en février, elle m'a dit. Ouais. Ben, après, Serena est quand même quelqu'un qui travaille pour le coup particulièrement vite aussi. Donc voilà, donc à lire le tome 2 avec une certaine attente. Mais Guillaume, voilà. Tu fais taper le livre sur le micro et on l'entend. Voilà. Donc, Arcana de Serena Blasco chez Dracou Édition. Et là aussi, c'est quelque chose de nouveau pour l'archiviste. C'est le moment où Radal Flag fait des blagues très denses dans cette révolution. Voilà, pour les connaisseurs. Ah, l'archiviste est perdu. Toi, tu suis, non? Non, tu connais pas DDR, toi non plus? Punaise, ça manque de geek à cette table, pour le coup. Bref, c'est le moment où on vend quelque chose. Il y a des gens qui sont des gens adorables, qui participent à notre association en donnant des sous sur Tipeee. Alors, pas mal de membres de l'équipe le font, et puis des fois, des gens s'en vont et continuent et commencent à nous donner des sous, et on les félicite, tel l'archiviste. Là, maintenant, il fait partie de l'équipe, donc il reste dans nos cœurs car il est avec nous, mais il ne va plus faire partie des gens qu'on va féliciter directement, comme Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal, qui est parmi nous dans le live, et Boob, qui nous soutiennent sur Tipeee. Ça nous permet de nous acheter du matériel, ça nous permet de, genre la petite caméra qui vous permet maintenant, quand vous êtes dans les lives, de voir ce qu'on fait. Ça nous permet d'acheter des nouveaux pieds de micro qui sont un peu mieux que les précédents, même s'ils sont chiants à démonter. Bref, ça nous donne vraiment un grand coup de main. Ça nous permet peut-être un jour de racheter un ordinateur, parce que celui-là va peut-être finir par mourir un jour, parce que je crois que ça fait presque 6 ans qu'il sert aux émissions. Bref, ça nous donne un coup de main, ça nous permet peut-être de monter des projets. On est en train de réfléchir à essayer peut-être de faire venir des auteurs. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs, Guillaume, à l'occasion. Bref, soutenez-nous. Mais si vous n'avez pas de sous, il y a plein d'autres moyens qui sont, par exemple, de parler de nous. C'est le moyen idéal de nous laisser des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées, hein, que ce soit Podcast Addict, c'est la mienne de préférée, ou si vous aimez Apple Podcast, il en faut aussi, hein, voilà, ou Pocket Cast aussi, qui est pas mal. Enfin, il y en a plein. Bref, n'hésitez pas à nous soutenir. Et je crois que c'est la fin de cet instant pub, parce qu'on va passer à autre chose. Nous passons à Rêve, une bande dessinée d'Édouard Court qui est sortie chez Glénat pour 22 €. Mais de quoi donc que ça nous parle? C'est l'histoire de Gladys qui rentre pour la première fois dans Rêve. R majuscule, E minuscule, V majuscule. C'est une expérience ludique de réalité virtuelle avec des scénarios procéduraux, donc qui sont complètement changeants et adaptés, qui ne suivent pas un scénario fixe comme la plupart des expériences de réalité virtuelle. Mais c'est procédural sur des bases assez mystérieuses. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Elle rencontre, en arrivant dans ce jeu qu'elle découvre, un certain Mysterio. Faut le dire en anglais, ça marche mieux. Avec un underscore dans son nom quand même, parce que c'est un geek. Qui décide de l'accompagner et de la guider
sans pour autant influencer ses choix. Il lui laisse une totale liberté dans ce cas-là. Il est vraiment le gars, ah bah tiens, il y a une noob qui débarque, on va être le mec sympa qui va l'aider. Le gars est vraiment très sympa. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est que Gladys a une telle approche ingénue de cet univers, on voit qu'elle est totalement pas dans son monde, qu'elle sera peut-être une forme de clé pour comprendre qui contrôle Rêve, et c'est quelque chose qui intéresse pas mal Mysterio. Au niveau du dessin de la narration, on est sur du Edouard Court. Bon, j'adore, c'est facile. J'ai aimé tout ce qu'il a fait, même les trucs les moins bien qu'il a fait. Donc voilà, c'est bluffant. Il y a un mélange de techniques, ça déchire. Il y a de l'encre, du numérique, du trait, de la peinture, de la texture. Il y a des milliers d'idées par case. Il en fait dans tous les sens. Il joue vraiment dans son univers, à jouer sur les textes, sur les typos, à jouer sur plein de choses. Je trouve que voilà, il est toujours aussi fort, je trouve, pour adapter son trait et son style à ce qu'il veut raconter, et ça marche très très bien dans cette histoire, où il évite l'écueil de nous faire plein de trucs pixelisés pour dire c'est de la réalité virtuelle, voilà, où il va vraiment sur quelque chose qui pour moi marche très très bien dans l'histoire. En revanche, au niveau du scénario, waouh, c'est assez abscon. Ça mérite une relecture. C'est une aventure qui est prenante, hein. On reste sur une aventure qui est intéressante au premier degré, mais on saisit pas vraiment tous les sens qu'il y a dans tous les sens. Ça va chercher peut-être des idées du côté de Matrix, j'imagine, ou à gauche, à droite. C'est bourré d'idées. C'est une forme de réflexion et de déconstruction autour des récits d'aventure classiques, parce que ça fait une référence formelle au récit d'aventure classique qui est le parcours du héros, là, qui est la base de Star Wars, entre autres. Au niveau la quête initiatique. Ouais, de la quête initiatique. C'est un nom. C'est Campbell qui a écrit un bouquin là-dessus. Bref, j'ai oublié son nom. Et qui est même remis en question par beaucoup de scénaristes modernes. Mais bon, ça, c'est une autre question. Donc, il reprend là-dessus. En conclusion, c'est un très très joli livre, très très beau livre, qui est peut-être un peu trop intello par moment, à mon goût, mais qui pose plein de belles questions sur la construction narrative, sur comment est-ce qu'on va construire une histoire et la raconter, ce qui en fait vraiment beaucoup de difficultés à l'approche. Mais si, comme moi, vous êtes intéressé par ce genre de choses-là, ce genre d'expérimentation, bah, vous ne pouvez que tomber dedans. Et puis bon, en plus, oui, ça parle de rêve. Vous savez ma passion pour Sandman, donc forcément. Voilà, Le héros aux 1000 visages de Campbell. Merci Cobal. C'est le nom du bouquin en question. Alors, vous avez vu, il n'y a même pas eu de bip. Vous avez vu ce timing? Ah oui, il faut savoir aussi qu'en général, il triche, il ne le met pas pour lui. Si, il y était, déconnez pas. Bon, jeune Jean, qu'avez-vous à dire sur ce livre? Ah tiens, tu as l'air de le feuilleter avec passion, Jérôme. Alors, on refeuillette toujours avant de parler pour se remémorer un petit peu. Hein, oui, c'est un moment qu'on c'est... Ah, c'est pas de la passion, merde. Donc, graphiquement, c'est quand même assez extraordinaire. Je trouve que, voilà, je sais pas, pour ceux qui sont en live, pour les autres, vous allez regretter, mais vous avez qu'à... Allez chez un libraire. Voilà, allez chez un libraire ou regardez-nous. Ou regardez-nous en live aussi, c'est bien aussi. Mais voilà, ce type Non, le libraire, c'est mieux. Ok, le libraire, c'est mieux. Non, ce genre de planche-là, c'est absolument magnifique, ou la planche qui est juste à côté. En termes de construction graphique et narrative, c'est quand même assez dense, mais très original, et on a envie effectivement d'aller un peu plus loin pour voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Même si on n'est absolument pas fan de réalité virtuelle, on peut tout à fait lire ce type d'ouvrage. Et comme l'a dit très bien Pied, on est davantage sur un ouvrage qui parle de construction narrative que sur un ouvrage qui parle de réalité virtuelle, ça c'est certain. Ils sont tous à la recherche d'un easter egg, donc un espace un peu caché, puis savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette création virtuelle. Et finalement, même à la fin, on se demande bien s'ils ont trouvé, en fait. On n'est même pas sûr, complètement, puisque, enfin, voilà, on ne va pas révéler tout, mais c'est un livre, lui aussi, comme La boucle d'oreille de rose, dont on a parlé tout à l'heure, qui peut se lire plusieurs fois. Je l'ai trouvé un peu verbeux, à pas mal de moments, un peu verbeux, et avec pas mal de longueur, mais ça permet aussi de poser un peu le scénario. Ouais, c'est dans les phases d'explication où il essaye de... Voilà, il essaie de trouver un équilibre entre le côté aventure et réflexion qui n'est pas toujours évident. Non, mais ceci dit, on se met à sa place. Par contre, contrairement à un bouquin qu'on peut lire d'une traite, moi, j'y suis pas arrivé. Je suis pas arrivé à le lire d'une traite. Il a quand même fallu s'y reprendre à 2 ou 3 fois. Guillaume.
Alors, bah écoute, moi j'ai été agréablement surpris en fait, parce que je l'ai lu en plusieurs fois, pas parce que j'ai pas réussi à le lire en une fois, parce qu'il n'y a pas eu moyen qu'on me foute la paix et que je puisse le finir en une fois. T'es mal entouré. Hein. Non, mais ça, je dis simplement que au contraire, enfin, j'ai réussi à le lire en me laissant porter et ça a coulé tout seul, ça a délayé tout seul. Tu te laisses porter et tu passes un super moment très agréable et tu passes à côté de tout un tas de choses. Mais tu te rends compte que tu es passé à côté de ça. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une deuxième lecture que t'es pas obligé de prendre tout de suite. Donc tu peux tout à fait passer un moment simple, sympa, et en lisant juste le côté aventureux de l'histoire. T'es pas obligé de te manger le cerveau à comprendre toute la problématique qu'il développe. Maintenant, tu vois bien qu'il y en a une, et du coup, t'as quand même envie de te poser tranquillement, justement, en te disant, bon, ce coup-ci, je vais peut-être réussir à trouver un moment en peinard, ou passer un peu plus de temps pour décortiquer un petit peu, justement, son propos et comprendre où il veut en venir. Ce qui, a priori, vu vos commentaires à vous, est pas forcément si évident que ça. Mais moi, je l'ai trouvé bien, et notamment sa fin qui conclut et ouvre en même temps. J'aime bien ce genre de fin où on a quelque chose que, oui, voilà, c'est bien, c'est la fin, et en même temps, on peut très bien l'interpréter comme on veut finalement, et faire la fin qu'on veut, nous. Oui, faire une fin circulaire, une première lecture du point de vue de Gladys et une deuxième lecture du point de vue de Mysterio. Un peu ce côté-là. Ok, vous êtes presque en train de me valider un coup de cœur là ou pas là? Y a un problème? Non. Non, moi je valide pas un coup de cœur. Merde. Tant pis. J'ai cru que j'allais rester. Graphiquement, c'est magnifique. En termes de rythme de l'histoire, moi ça pêche un peu. Voilà. Bon, tant pis. Je sais pas si on te réinvitera, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Regarde, j'ai un doigt Oui, dressé. Je vois que ton doigt est dressé. C'est la science qui dresse ton doigt. Absolument. Je peux même plus faire comme dans Les Gardiens de la Galaxie. Si, là, tu vois, tout le monde en douceur. Ça fait mal. Voilà. Et puis moi, j'ai pas l'option pour le flouter automatiquement comme dans Les Gardiens de la Galaxie. Allez. Nous en avons parlé il y a peu dans un Canaille BD avec Morgane qui avait adoré le tome 1. Là, on va pouvoir parler aussi du tome 2 parce qu'on a eu le temps de le lire entre-temps. C'est la série Elle de Kit Toussaint et Aveline Stockhart qui est sortie chez Dupuis, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est le Lombard. Le Lombard. Ah, j'avais une chance sur pas grand-chose de me planter. Un des grands. Ouais, c'est Média Participation, c'est les mêmes. Hein, c'est ça, j'ai raison? Je sais plus. Moi, je crois. Oui, bon, ça bref. fait partie du même groupe. Oui. Voilà. Bref. Elle. Et c'est Jérôme qui... Ah, pas du tout. Non, c'est Guillaume qui va nous en parler, pardon. Ah bon? Ouais. C'est toi qui l'as mis au programme, donc c'est toi qui vas en parler. Oh punaise, j'adore cette préparation au top. Oh là là, je suis avec la crème de la crème des chroniqueurs ce soir. Alors, mais de quoi est-ce que ça parle, Guillaume? Elle, c'est trop bien, très bon, tu vas prendre. Voilà. Le timing est en train de tourner. Hein. Ouais, je sais bien. Après ces 30 secondes de racisme ordinaire, nous allons pouvoir passer à la suite. Tout à fait. Merci de prendre la place de faire cet hommage à Thierry. C'est sympathique. Donc, alors, elle, je l'ai proposé ici parce que j'ai mis du temps à le lire, en fait. Ça fait un moment que c'est sorti, j'ai mis du temps à le lire parce que je me sentais pas nécessairement dans la cible au début. Et j'ai voulu vous le proposer parce que c'est une série qui marche très très bien, qui cartonne, parce qu'apparemment Kit Toussaint, elle vend en poupe, tout ça. Donc j'ai pris sur moi de le lire et de vous le proposer. J'ai été, pareil, bonne surprise, très agréablement surpris. Alors c'est clairement de la BD plutôt ado. Je suis clairement pas vraiment dans la cible, mais pourtant ça nous parle quand même parce que c'est plein de moments de tous les jours de ce qu'on a vécu quand on était ado, au collège, au lycée, et en même temps il y a quand même un petit twist qui permet de rendre l'histoire intéressante, parce que sinon la vie des ados c'est très vite très chiant. Et oui, tout le monde s'en souvient. Et
Et donc, ben voilà, elle, c'est elle, en couverture, que vous avez là. Pourquoi il y en a plein qui lui ressemblent derrière? Parce qu'en fait, elle est ce qu'on appelle vulgairement une schizophrène. Parce que c'est pas ça. Sauf que c'est pas le bon terme. Je me fais reprendre régulièrement par mon épouse. Et donc, en fait, elle a une pathologie, elle souffre de personnalités multiples. Trouble de la personnalité dissociée. Voilà, à tes souhaits. Et donc, Je regarde Criminal Minds. c'est TPD, c'est ça? Et donc, Ça, c'est les livreurs. Non, pardon. c'est DPD. Ah, pardon. Et parce qu'ils sont plusieurs. Bref. Et donc, voilà, en fait, elle a Il y a pas plusieurs... le ting, là, c'est le moment Ouais, du non, là, ting. j'ai fait un facepalm. Non, c'est vrai qu'en audio, ça passe pas. Vas-y, continue. Donc, elle a plein de personnalités en elle, et dont une qui va essayer de qui essaye de prendre le dessus. Et la elle qu'on connaît au début, qu'on pense être la elle standard de tous les jours, de tout le temps, elle lutte tout le temps pour que cette elle bleue ne prenne pas le contrôle. Et puis, forcément, à un moment donné, ça se passe pas si bien. Et là, toutes les ailes vont apparaître une après l'autre. Les amis vont être un peu déboussolés, vont avoir du mal à comprendre. Et puis, finalement, le propos, ça va être de récupérer son corps, entre guillemets. Parce que la aile bleue a quelque chose de relativement nocif, ne serait-ce que par le fait d'écraser toutes les autres personnalités. Elle est toxique, en fait. Oui, tout à fait. Et bref, voilà. Pas du tout. Elle est très peu présente dans le tome 1, à part sur la première et les dernières pages, on va dire. Mais dans le tome 2, wow. Dans le tome 2, elle envoie. Et donc, voilà, on va suivre ces péripéties-là avec des... Alors, s'il faut le préciser quand même, toutes les personnalités qu'elle a en elle sont assez archétypales. Mais enfin, je veux dire, ça pose pas de soucis dans l'histoire, ça va bien avec l'histoire. Au contraire, c'est plus facile à suivre et à décoder. Donc, moi, je le recommande vivement parce que c'est vraiment très bien. Puis après, au niveau du dessin, ma foi, c'est assez moderne. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir en BD franco-belge, mais ça passe bien, ça passe crème. C'est typiquement le genre de dessin qui, en général, plaise auprès des enfants et des adolescents. Voilà. Bon, moi j'en ai déjà parlé avec Morgane, j'ai adoré le tome 1, j'avais pas encore lu le tome 2 quand j'ai fait la chronique. Le tome 2 fait vachement avancer l'histoire, on est beaucoup plus dans de l'action et de l'aventure. Le premier, c'est vraiment, on pose les personnages, on pose la problématique, et on est vraiment dans, on va dire, une histoire de collégiens, hein, donc assez classique, avec ce petit twist sur ce changement de personnalité qui est plutôt bien amené. Et puis surtout que la première page nous annonce qu'il va se passer quelque chose. Oui. Voilà, dès le départ. Le tome 2, on est beaucoup plus dans la tête de elle, où elle essaye de se défaire de cette personnalité toxique. Et ouais, c'est vachement prenant, il y a de l'action, ça permet en plus au niveau du dessin de faire des tonnes d'effets, un peu d'expérimentation, de jouer sur le cadre, etc. Non, un vrai... Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, je sais pas combien de tomes il y aura. J'ai passé un très très bon moment, très très bien. Jérôme, archiviste. On casse l'ambiance tout de suite? Bah vas-y, tu peux y aller. Hein. Non, alors moi... Il en faut toujours un. Hein. Ouais, il en faut toujours un. Non, le tome 1 est vraiment très bien. Moi, je comprends tout à fait le succès. Comme le disait très bien Guillaume, un dessin très lumineux. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment agréable. Un peu sur-photoshopé, mais ça, c'est pas très grave. Vraiment un trait très lisible et agréable. Le premier tome est un tome de découverte et on a plaisir à découvrir les différentes personnalités de elle qui effectivement sont archétypales, mais c'est pas grave du tout. Moi, j'ai été déçu par le tome 2. J'ai été déçu parce qu'à la fin, il y a une explication et qu'en fait, je ne voulais pas d'explication. Et je trouve que cette fin est pourrie. Voilà. Ah, c'est pas la fin de l'histoire quand même. La fin du tome 2 est pourrie. D'accord. Voilà. Ah, moi, j'ai pas trouvé. Mais bon, oui, d'accord. Après, voilà. Donc, après, c'est le choix du scénariste. Je veux dire, voilà, ça se discute pas. Mais quand même, ça se discute. La preuve, c'est qu'on en parle. Et... J'aime bien les gens qui s'auto-contredisent. C'est ça. J'en discute pas, mais j'en discute. Voilà. C'est exactement ça. T'as fait un choix, et ben moi, j'approuve pas ton choix. Non, voilà, il a fait un choix que je vous laisse découvrir à la fin du tome 2. Parce que vraiment, c'est une série intéressante à découvrir, à faire lire. Dès 9 ans, hein, 9-10 ans. Oh, ça peut passer. Mon petit gars, il l'a lu, il a bien aimé.
Oui, 9 non, ans. ça passe très très bien, je trouve, comme série. Ok, eh bien, alors je suis en train de faire des bidouilles à côté pour préparer les émissions d'après, parce que je suis un fou. Ce qui fait que, bien sûr, j'ai pas les bons menus sous les yeux, donc il faut que j'aille les chercher pour dire qu'il serait temps qu'on jette Mais ça peut être un bon cadeau de Noël, hein, quand même. un œil sur Marvel Snap. Mais attends, on n'a pas dit si on mettait un coup de cœur ou non. Bah, je pense que l'avis de Jérôme. Non, moi je dis que ça peut posé être en soi. moi je dis que ça peut être un bon cadeau de Noël malgré Oui. tout, les 2 tomes. Un package des 2 tomes pour voilà. Mais je suis un casse-couille, c'est tout, hein. Marvel Snap. Marvel Snap est un jeu mobile dans l'univers Marvel, tout simplement, qui reprend le principe un peu des jeux de cartes, ce type jeu de cartes à collectionner. Donc si vous avez joué à Magic, c'est un peu le même esprit. Ça a été créé par les créateurs d'un autre jeu de cartes à succès en informatique qui est Hearthstone, chez Blizzard dans l'univers de Warcraft. Et les mecs, ils ont décidé d'essayer de faire un truc qui soit encore plus tourné mobile, en faisant quelque chose de plus light. On reste sur un truc où chaque carte va avoir des capacités qui vont permettre de faire évoluer le jeu. Et le but, c'est de prendre le contrôle d'au moins 2 zones sur le terrain de jeu. Il y a 3 zones, en fait, à chaque fois. Il faut prendre le contrôle de 2 pour gagner. Sachant que chaque zone va avoir un effet particulier. Il y en a une, dès que tu poses une carte dessus, elle est détruite. Oui, mais il y a des cartes, quand elles sont détruites, elles ont des effets qui sont intéressants. Ce genre de trouvailles-là. Tu vas te construire ton deck, avec les cartes que tu as, etc. Et c'est vraiment là où c'est intelligent, c'est que tu as un deck de 12 cartes. Moi, j'ai toujours pas compris si on parlait d'un jeu de cartes ou si on parlait d'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Un jeu de cartes sur vidéo, sur ordinateur, sur mobile. Putain, ok, vous Voilà. aviez compris tous? La vache. C'est ce que j'ai dit au début. Bravo. Oui, oui. Non, vous Non, êtes très mais fort. C'est la différence d'âge. Bref, tu joues, donc tu vas construire. Après, il y a des mécanismes qui marcheraient pas avec des vraies cartes, hein. Certains qui sont en place, genre les cartes qui se démultiplient, ce genre de trucs-là. Oui, Ça ou rend- même, vu que c'est un truc à collectionner, détruire la carte, faut pas compter là-dessus. Oui, voilà. Bref, le principe est bien mené. Les parties, pour le coup, sont super courtes parce qu'il y a 6 tours de jeu. Tu as 12 cartes dans ton deck. Donc, en gros, tu sais que tu vas à peu près toutes les sortir sauf 3. Donc, il y a un peu de place au hasard, mais pas trop. Tu vas vraiment pouvoir construire une stratégie. Et il y a un modèle économique qui, pour le moment, je me méfie toujours des modèles économiques de ce genre de jeu gratuit. Je précise qu'il est gratuit. Fait que tout ce que tu vas faire, c'est gagner des points qui vont te permettre de rendre tes cartes plus jolies. Et plus tu rends tes cartes jolies, plus tu peux avoir des nouvelles cartes. Donc, si tu payes, tu vas pouvoir rendre encore plus de cartes pour avoir des nouvelles, etc. Mais comme ça se veut un jeu de cartes à collectionner, pour le moment, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle du pay to win, parce que les cartes vont apporter des nouvelles stratégies, mais en général, les mecs, ils essayent de garder un certain équilibre dans le jeu quand même. Donc, tu vas pouvoir, avec les cartes de base, tu faire des decks qui vont réussir à gagner contre... voilà. Sachant que, au démarrage, tout le monde a les mêmes cartes. Et c'est en fonction des tirages que tu vas avoir derrière, en évoluant dans le niveau. Voilà. Après, ils vont faire quoi? Ils vont vendre les cartes physiques et comme ça, tu pourras les intégrer direct au jeu. Ça pourrait être rigolo. Et ouais, ils vont chercher un modèle financier, hein. En tout cas, pour le moment, moi, je prends vraiment pas mal de plaisir. Il y a des événements réguliers qui permettent de donner des challenges. Il y a des trucs qui vont apparaître, qui vont changer un peu les stratégies totalement de jeu. Te faire peut-être reconstruire un deck parce qu'il y a un événement dans le jeu qui va changer les règles temporairement. Voilà. Moi, je suis vraiment tombé dedans. J'y ai passé quelques parties parce que surtout que ça va très très vite. Donc, dès que t'attends, en 5 minutes, tu fais une partie, quoi. Je recommande, jetez un œil dessus. Pour le moment, le modèle économique vaut le coup qu'on s'y intéresse. Je mets un bémol sur ce que ça va pouvoir donner par la suite, quoi. Donc, il faut du smartphone, c'est sur iPhone et sur Android. Ouais. On peut dire un truc, Oui, vas-y, je t'en prie. même si c'est complètement décousu, on s'en tape, Ouais, vas-y. pour être poli, hein. Vas-y. Est-ce qu'on peut mettre un coup de cœur sur le tome 1 de L et pas sur le tome 2? Moi, je veux bien mettre un coup de cœur sur le tome 1 de L, que vraiment j'ai trouvé hyper bien. Un demi-coup de Non, cœur. c'est pas un demi-coup de cœur, c'est que là, tu proposes un coup de cœur sur 2 tomes. D'habitude, c'est un coup de cœur sur un Ouais, tome. mais là, on a chroniqué les deux, donc ça foire tout. Ah, bah voilà. Ça, c'est, tu vois, Voilà, tout bah voilà. de suite, le gars, il arrive, il veut changer les règles, tu vois. Bah, tu sais quoi, quand on fera le tome 3, s'il y a un tome 3, peut-être que ça changera ton avis sur le tome 2 et que là, on mettra un coup de cœur. Peut-être. Parce que peut-être, 2 bons sur 3, enfin, peut-être. on Ça me verra. rappelle Trouver la la moyenne. discussion de la dernière fois sur non, on va attendre la série pour voir si on Ouais. met un coup de cœur à Mais la pas sur série. celle-là, ouais. Voilà. Mais pas sur celle-là. C'est comme quand on a mis un coup de cœur à The Walking Dead, parce que bah oui, c'est quand même une super bonne série, même si tout n'était pas bon dedans, mais sur la durée, globalement, c'était une bonne série.
C'est vrai. Un peu trop long. Bah oui, mais... Un peu trop long, mais Mais la c'était fin une était bonne bonne. série. Mais la fin était bonne. Et rien que ça, c'est déjà rare. Bref, voilà. Je crois qu'on a fini. On a fini pour cette émission. J'étais en train de faire des conneries. Je regardais même plus le chat pour voir ce que ça veut dire. Ah, Randall, il dit snap veut dire claquement de doigts. Donc forcément, l'archiviste, il est ronchon car il peut pas le faire. C'est vrai. Il a raison. Voilà, c'était un très très. Je valide. Voilà. Et Thio dit que tu n'es plus l'archiviste, tu es le négociateur. Bon, ça, Oh mon ça Dieu, envoie dans le chat. on est foutu. On est Ouais, foutu. on est foutu. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette émission en trio. Ça faisait longtemps. En fait, c'est la première fois qu'on est tous les trois. Eh bien, pour ceux qui nous suivent en live, restez dans le coin. On revient bientôt pour une nouvelle émission. Et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous aurez découvert plein de belles choses, que ça vous permettra de faire des cadeaux de Noël de dernière minute. Là, il y a quelques albums qui peuvent convenir à des gens que vous connaissez, on va dire. Donc ça devrait le faire. On nous propose l'équipe B à la rescousse pour le titre ou les héros du Bantouch. On avait parlé de c'est la photo Boeing. La photo Boeing, quoi, j'aimais bien aussi. Voilà, donc, mais j'hésite, parce qu'ils sont pas mal ceux-là aussi. Bref. Vous savez ce qu'elle vous dit, l'équipe B? Elle vous dit au revoir et à très bientôt. C'est l'équipe Ciao, Boeing. ciao. Bye bye. Salut tout le monde. Salut.